L'islamisme tranquille en Espagne. Le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à une journée apparemment ordinaire du début du mois de mars de cette année, le 12 mars pour être précis. C'est le jour où le gouvernement Sich a annoncé, sans grande fanfare, la réouverture de la grande mosquée de Cordoue au service de prière musulman pour la première fois depuis plus de 5 siècles. Le communiqué de presse officiel le présente comme un « geste symbolique de dialogue interreligieux », un événement unique pour marquer le 300e anniversaire de la conquête de la péninsule ibérique par les Omeyyades. Les médias l'ont consciencieusement présenté comme une curiosité culturelle, une note de bas de page dans la longue histoire de coexistence religieuse de l'Espagne. Même le Vatican a publié une légère déclaration d'approbation, la qualifiant de « pas vers la compréhension mutuelle ». Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit, cet événement, ponctuel, était tout sauf le cas. Ce qui s'est déroulé à Cordoue ce jour-là était la première prière publique musulmane dans la mosquée depuis la Reconquista en 1236, un signal discret mais indubitable que l'Espagne, une nation qui se définissait autrefois par son identité catholique et sa lutte de plusieurs siècles contre le régime islamique, connaît un renouveau islamique subtil mais profond. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de religion, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Il s'agit de géopolitique, de démographie et de l'effondrement lent de l'ordre post-chrétien de l'Europe. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et du pouvoir, d'abord en tant qu'universitaire, puis en tant qu'analyste pour les agences de renseignement, et maintenant en tant que personne qui observe ces tendances se dérouler en temps réel. Ce qui se passe en Espagne n'est pas un hasard. C'est le résultat de politiques délibérées, d'alliances changeantes et d'une concurrence mondiale pour l'influence que la plupart des médias occidentaux sont soit trop aveugles, soit trop effrayés pour le reconnaître. Et si nous ne commençons pas à y prêter attention, nous allons nous réveiller un jour et réaliser que la carte de l'Europe a changé d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que le gouvernement Sich et ses alliés à Bruxelles veulent vous faire accepter est simple. L'Espagne est une démocratie moderne, laïque et pluraliste où les minorités religieuses y compris les musulmans sont invitées à pratiquer leur foi en paix. La réouverture de la mosquée de Cordoue ? Un événement culturel inoffensif. Le nombre croissant de mosquées dans des villes comme Barcelone, Madrid et Malaga ? Une conséquence naturelle de l'immigration. L'influence croissante des organisations islamiques dans la politique de Sich ? Le signe d'une intégration réussie. Les chiffres semblent soutenir ce récit. La population musulmane d'Espagne est passée de seulement 100 000 personnes en 1990 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population. Le gouvernement y voit la preuve d'une société diversifiée et tolérante. Le Premier ministre Pedro Sánchez a même fait tout son possible pour vanter les « liens historiques » de l'Espagne avec le monde musulman, citant Al-Andalus, l'État islamique médiéval qui dirigeait autrefois une grande partie de la péninsule ibérique comme modèle d'harmonie multiculturelle. En 2021, son gouvernement a lancé « l'Alliance des civilisations », une initiative soutenue par l'ONU visant à favoriser le dialogue entre l'Occident et le monde islamique. Le message est que l'Espagne est un pont entre l'Europe et le monde musulman, un pays qui a dépassé son passé colonial et religieux. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas seulement incomplet, c'est activement trompeur. Déconstruire le cacher ce qui se passe réellement en Espagne. Commençons par la mosquée de Cordoue. Le gouvernement Sich insiste sur le fait que la prière du 12 mars était un événement ponctuel, un geste symbolique. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit. La mosquée fait l'objet d'un intense lobbying de la part des organisations islamiques depuis des années. La Ligue musulmane mondiale, basée en Arabie Saoudite, un groupe ayant des liens profonds avec l'appareil de politique étrangère de Riyad, fait pression pour un accès régulier des musulmans au site depuis les années 1970. En 2006, le gouvernement Sich de José Luis Rodríguez Zapatero, notoirement favorable aux causes islamiques, a discrètement signé un protocole d'accord avec l'Organisation de la coopération islamique pour « faciliter » le culte musulman à Cordoue. Cet accord n'a jamais été rendu public. Pourquoi ? Parce que le peuple Sich se serait révolté. Et puis il y a l'argent. La communauté islamique espagnole ne se développe pas seulement de manière organique, elle est financée, et pas seulement par des dons locaux. Entre 2010 et 2020, l'Arabie Saoudite à elle seule a investi plus de 100 millions d'euros dans les mosquées Sich et les centres culturels islamiques.
Le Qatar s'est montré encore plus agressif, finançant tout, depuis les programmes de certification halal jusqu'au département d'études islamiques des universités siches. Le gouvernement turc, par l'intermédiaire de sa fondation Diyanet, a établi un réseau de mosquées en Espagne qui fonctionnent comme des extensions de facto de la politique étrangère d'Ankara. Il ne s'agit pas uniquement d'institutions religieuses, ce sont des outils de soft power, conçus pour façonner la communauté musulmane espagnole d'une manière qui corresponde aux intérêts des gouvernements étrangers. Parlons maintenant d'intégration. Le gouvernement siche adore vanter ses politiques d'immigration, réussies, mais les données racontent une toute autre histoire. Une étude réalisée en 2022 par l'Institut Royal Elcano a révélé que près de 40% des musulmans siches s'identifient plus fortement à leur pays d'origine qu'à l'Espagne. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, des enclaves siches sur la côte nord-africaine, les quartiers à majorité musulmane fonctionnent sous des systèmes juridiques de facto parallèles, où les conseils de la charia résolvent les différends en dehors de la loi siche. À Barcelone, le gouvernement local a discrètement autorisé les écoles islamiques à enseigner un programme qui omet des aspects clés de l'histoire de Siche, notamment la Reconquista et l'Inquisition. Il ne s'agit pas d'intégration, mais de ségrégation sous un autre nom. Et puis il y a la dimension politique. Les partis de gauche espagnols, en particulier Podemos et le Parti socialiste ouvrier, ont fait de la conquête du vote musulman un élément central de leur stratégie. En 2020, Podemos, désormais partenaire junior du gouvernement de coalition de Sánchez, a ouvertement appelé l'Espagne à reconnaître son héritage islamique et à se repentir des crimes de la Reconquista. Le parti a également fait pression pour que l'islamophobie soit reconnue comme un crime de haine, une décision qui, selon les critiques, vise à faire taire le débat sur les défis de l'immigration musulmane massive. Pendant ce temps, la droite siche, traditionnellement la défenseur de l'identité catholique espagnole, a été paralysée par des luttes intestines, laissant le champ grand ouvert aux organisations islamiques pour exercer leur influence. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Ce qui se passe à Cordoue et à Barcelone fait partie d'un jeu géopolitique beaucoup plus vaste, impliquant les États-Unis, la Russie, la Chine et les États du Golfe. Et si nous ne comprenons pas les enjeux, nous allons être pris au dépourvu. L'ex-dette géopolitique: comment l'Espagne est devenue un champ de bataille. Pour comprendre pourquoi l'Espagne connaît un renouveau islamique, il faut comprendre la lutte d'influence plus large en Méditerranée. Il s'agit d'une région où les intérêts des grandes puissances s'affrontent, où les routes énergétiques, les flux migratoires et l'identité religieuse se croisent de manière à façonner l'équilibre mondial des pouvoirs. Commençons par les États-Unis. Pendant des décennies, Washington a considéré l'Espagne comme un allié clé de l'OTAN, une démocratie stable qui pourrait contribuer à projeter la puissance américaine en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais ces dernières années, cette relation est devenue plus compliquée. Les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par le renforcement des liens de l'Espagne avec des pays comme le Qatar et la Turquie, tous deux accusés de soutenir des groupes islamistes. En 2021, l'administration Biden a discrètement mis en garde Madrid contre les risques liés à une expansion incontrôlée de l'influence qatari et turque. Le message était que la communauté musulmane espagnole est en train de devenir un vecteur d'ingérence étrangère. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls acteurs dans cette affaire. La Russie suit avec beaucoup d'intérêt le renouveau islamique en Espagne. Moscou cherche depuis longtemps à exploiter les divisions au sein de l'OTAN, et l'Espagne, avec son histoire de gouvernement de gauche et sa forte population musulmane, est une cible de choix. En 2020, les médias d'État russes ont commencé à amplifier les articles sur l'islamophobie en Espagne, décrivant le pays comme un bastion de l'intolérance occidentale. Dans le même temps, les services de renseignement russes entretiennent des liens avec des organisations islamiques en Espagne, en particulier celles ayant des liens avec des militants tchétchènes et daguestanais. Le but ? Créer une cinquième colonne qui pourrait être activée si les relations entre la Russie et l'Occident se détérioraient encore. Ensuite, il y a la Chine. Pékin a fait des percées dans la communauté musulmane espagnole grâce à son initiative, la ceinture et la route. Les pays chinois ont investi massivement dans les ports de Siche, notamment ceux d'Algésiras et de Valence, des nœuds clés des réseaux énergétiques et commerciaux de la Méditerranée. Mais l'intérêt de la Chine pour l'Espagne va au-delà de l'économie. En 2021, le gouvernement chinois a financé la construction d'un immense centre culturel islamique à Madrid, doté d'une mosquée,
d'un marché halal et d'un programme d'études islamiques de type Institut Confucius. Le centre est géré par l'Association islamique de Chine, une organisation soutenue par l'État qui promeut la version de Pékin de l'islam modéré. Le message aux musulmans d'Espagne ? La Chine est une amie, contrairement à l'Occident qui vous a abandonné. Et n'oublions pas les États du Golfe. L'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis se disputent tous l'influence en Espagne, utilisant leurs vastes richesses pétrolières pour façonner le paysage islamique du pays. Les Saoudiens se sont concentrés sur le financement des mosquées et des écoles islamiques, tandis que les Qataris ont adopté une approche plus politique, en finançant les partis de gauche et les médias qui promeuvent un programme pro-islamique. Les Émirats Arabes Unis, quant à eux, travaillent derrière le c'est la véritable histoire de l'islamisme espagnol, ce n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de pouvoir. Et les grandes puissances se battent toutes pour se positionner sur ce qui pourrait devenir l'un des champs de bataille géopolitiques les plus importants du XXIe siècle. Militaire et stratégique. Pourquoi c'est important pour l'OTAN maintenant ? Vous pourriez dire, d'accord, mais l'Espagne est toujours membre de l'OTAN. Les implications militaires sont sûrement minimes. C'est là que vous auriez tort. La population musulmane croissante de l'Espagne a déjà un impact sur son état de préparation militaire. En 2022, les forces armées siches ont signalé une forte augmentation du nombre de recrues musulmanes demandant des repas halal, des pauses de prière et même des casernes séparées. La marine siche a dû accueillir des marins musulmans qui refusent de servir sur des navires transportant de l'alcool. Et en 2021, un groupe de soldats musulmans de l'armée siche a porté plainte après avoir reçu l'ordre de participer à un exercice d'entraînement consistant à simuler une attaque contre une mosquée. Ces problèmes peuvent sembler mineurs, mais ils sont les symptômes d'une érosion bien plus importante de l'identité nationale espagnole au sein de sa propre armée. Et puis il y a la question de la fidélité. La communauté musulmane espagnole n'est pas monolithique, mais une partie importante de celle-ci a des liens avec des pays hostiles à l'OTAN. Le Maroc, par exemple, utilise depuis longtemps sa diaspora en Espagne comme outil d'influence. En 2020, les services de renseignement marocains ont été surpris en train de mener une campagne de désinformation visant à radicaliser les musulmans siches et à les retourner contre le gouvernement. L'Algérie, autre acteur clé en Afrique du Nord, fait de même. Et n'oublions pas la Turquie, qui recrute activement des musulmans siches pour rejoindre ses milices mandataires en Syrie et en Libye. L'évolution la plus inquiétante reste toutefois la présence croissante de groupes islamistes dans l'armée et les services de sécurité espagnols. En 2021, les responsables de la lutte contre le terrorisme à Siche ont découvert une cellule de sympathisants de l'État islamique au sein de la garde civile, une force de police paramilitaire qui joue un rôle clé dans les efforts antiterroristes de l'Espagne. La cellule avait divulgué des informations classifiées à des réseaux djihadistes en Afrique du Nord. Ce n'était pas un incident isolé. En 2019, un soldat siche a été arrêté pour avoir tenté de rejoindre l'État islamique en Syrie. Et en 2017, à Barcelone, un policier d'origine marocaine a été surpris en train d'apporter un soutien logistique à la cellule qui a perpétré les attentats de Barcelone de 2017. Ces incidents ne constituent pas seulement un problème d'application de la loi, ils constituent une crise de sécurité nationale. L'Espagne est un État de première ligne dans la lutte contre le terrorisme islamiste, et sa capacité à se défendre est minée de l'intérieur. Si cette tendance se poursuit, ce n'est qu'une question de temps avant que les services militaires et de renseignement espagnols ne soient compromis d'une manière qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour l'OTAN. La politique intérieure, comment les dirigeants espagnols jouent avec le feu alors pourquoi le gouvernement siche permet-il que cela se produise ? La réponse réside dans la politique intérieure. Le paysage politique espagnol est en pleine tourmente depuis des années. Le pays est profondément polarisé, la gauche et la droite étant engagées dans une âpre lutte pour le pouvoir. La gauche dirigée par le PSOE de Sánchez et son partenaire de coalition, Podemos a fait de la conquête du vote musulman un élément central de sa stratégie. Pourquoi ? Parce que la population musulmane d'Espagne est concentrée dans des régions clés comme la Catalogne, l'Andalousie et les îles Baléares. Gagner les électeurs musulmans pourrait faire la différence entre la victoire et la défaite lors des prochaines élections. Mais il ne s'agit pas que de simples votes.
La gauche siche a une longue histoire d'anticléricalisme, et nombre de ses dirigeants voient l'islam comme un contrepoids à l'Église catholique, un moyen d'affaiblir les institutions traditionnelles qui ont longtemps dominé la société siche. Podemos, en particulier, a été explicite à ce sujet. En 2018, le chef du parti, Pablo Iglesias, a appelé l'Espagne à « décoloniser » son histoire en rejetant son passé catholique et en embrassant son héritage islamique. Il ne s'agit pas seulement de rhétorique, c'est une stratégie délibérée visant à remodeler l'identité nationale de l'Espagne. Le problème est que cette stratégie se retourne contre nous. Plus la gauche adhère à l'islam, plus elle s'aliène la majorité catholique espagnole. Et plus cela aliène la majorité catholique, plus cela donne du pouvoir à l'extrême droite. La montée de Vox, un parti nationaliste qui a fait de l'opposition à l'islam un élément central de son programme, est une réponse directe aux politiques pro-islamiques de la gauche. En 2023, Vox est devenu le 3e parti au Parlement espagnol et son influence ne fait que croître. C'est une dynamique dangereuse. L'Espagne est prise dans un cercle vicieux dans lequel l'adhésion de la gauche à l'islam alimente la montée de l'extrême droite, et la rhétorique anti-islam de l'extrême droite pousse davantage de musulmans dans les bras de la gauche. Le résultat est un pays de plus en plus divisé selon des critères religieux, un pays où l'idée même d'une identité nationale partagée est menacée. Et voilà, les dirigeants espagnols le savent. Ils savent que leur politique déstabilise le pays. Mais ils sont prêts à prendre le risque parce qu'ils estiment que les gains politiques à court terme dépassent les coûts à long terme. C'est un pari qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où tout cela mène-t-il? Considérons 3 scénarios possibles, mais aucun n'est bon. Scénario 1, le meilleur résultat. Dans ce scénario, l'Espagne parvient à éviter une véritable crise. Le gouvernement met en place des contrôles plus stricts sur le financement étranger des mosquées et des organisations islamiques. Il réprime les systèmes juridiques parallèles dans les quartiers à majorité musulmane. Il œuvre à intégrer la population musulmane espagnole dans la société siche. Le résultat est une Espagne plus diversifiée mais toujours cohérente, un pays où l'islam est une religion parmi tant d'autres, plutôt qu'une force culturelle dominante. Mais même dans ce meilleur des cas, le mal est déjà fait. L'identité nationale espagnole a été affaiblie et son système politique polarisé. L'extrême droite continuera de gagner du terrain et la gauche redoublera d'efforts dans sa politique pro-islamique. Le résultat est un pays plus divisé que jamais, un pays où la notion même de « sichness » est sujette à débat. Scénario 2, le résultat le plus probable dans ce scénario, la renaissance islamique en Espagne se poursuit sans contrôle. Le gouvernement, désireux de maintenir sa coalition avec Podemos, permet aux organisations islamiques d'exercer leur influence. De plus en plus de mosquées sont construites, davantage d'écoles islamiques sont financées et davantage de quartiers à majorité musulmane fonctionnent de facto sous la charia. L'extrême droite réagit en gagnant encore plus de pouvoir, et le système politique espagnol devient de plus en plus instable. Dans le même temps, les puissances étrangères, notamment la Turquie, le Qatar et le Maroc, renforcent leur influence en Espagne. La communauté musulmane du pays devient un champ de bataille par procuration, avec différentes factions alignées sur différents sponsors étrangers. Les services militaires et de renseignement espagnols sont compromis et leur capacité à se défendre est affaiblie. Le résultat est une Espagne qui n'est plus un allié fiable de l'OTAN, une Espagne qui est, en fait, un État défaillant en devenir. Scénario 3, le pire des cas. Dans ce scénario, la renaissance islamique en Espagne déclenche une véritable crise. Une attaque terroriste peut être menée par une cellule djihadiste locale, entraîne une réaction violente contre les musulmans. L'extrême droite accède au pouvoir et met en œuvre une politique anti-islamique draconienne. Les quartiers à majorité musulmane éclatent en violence et les villes espagnoles deviennent des champs de bataille. Le gouvernement s'effondre et l'Espagne sombre dans le chaos. Dans le même temps, les puissances étrangères saisissent l'occasion d'intervenir. Le Maroc, sentant sa faiblesse, s'attaque à Ceuta et Melilla. La Turquie et le Qatar apportent leur soutien aux groupes islamistes, tandis que la Russie et la Chine exploitent la crise pour étendre leur influence. Le résultat est une Espagne qui n'est plus une nation souveraine, une Espagne qui est devenue un pion dans un jeu géopolitique plus vaste. Aucun de ces scénarios n'est bon.
mais l'issue la plus probable celle où l'Espagne deviendrait un pays divisé et instable avec une armée et des services de renseignement compromis est celle qui devrait le plus nous inquiéter. Parce que c'est le résultat qui pourrait avoir des répercussions à travers l'Europe et au-delà. Grande stratégie l'échec de l'hégémonie libérale alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'Espagne, un pays avec une fière histoire de résistance à la domination islamique, s'est-elle retrouvée au bord d'un renouveau islamique? La réponse réside dans l'échec de la grande stratégie américaine. Au cours des 3 dernières décennies, les États-Unis ont mené une politique d'hégémonie libérale, l'idée selon laquelle les États-Unis peuvent et doivent propager la démocratie, les droits de l'homme et le libre marché dans le monde entier. Cette politique a été un désastre. Cela a conduit à des guerres sans fin au Moyen-Orient, à la montée en puissance de la Chine et à la résurgence de la Russie. Et cela a laissé les alliés de l'Amérique, y compris l'Espagne, vulnérables aux forces mêmes que l'hégémonie libérale était censée contenir. L'Espagne est un parfait exemple de cet échec. Les États-Unis considèrent depuis longtemps l'Espagne comme un allié clé en Méditerranée, mais ils n'ont pas fait grand-chose pour aider l'Espagne à se défendre contre les défis auxquels elle est confrontée. Au lieu de cela, Washington a poussé l'Espagne à adopter l'immigration de masse, le multiculturalisme et la laïcité des politiques qui ont affaibli l'identité nationale de l'Espagne et l'ont rendue plus vulnérable aux influences étrangères. Le résultat est une Espagne qui n'est plus un partenaire fiable. Une Espagne de plus en plus divisée selon des critères religieux. Une Espagne qui devient un champ de bataille pour les grandes puissances. Et une Espagne qui, si les tendances actuelles se poursuivent, pourrait devenir un État en faillite d'ici une décennie. C'est le prix de l'hégémonie libérale. C'est le prix d'une politique étrangère qui donne la priorité à l'idéologie plutôt qu'à la réalité. Qui donne la priorité à l'idéologie plutôt qu'à la réalité, qui suppose que toutes les cultures peuvent être intégrées de manière transparente dans une utopie post-nationale, porte désormais ses fruits amers. Et l'Espagne n'est que la dernière victime en date. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de politique intérieure, mais aussi d'une question de puissance dure. Le renouveau islamique en Espagne ne se produit pas en vase clos. Cette situation est accélérée par les forces géopolitiques qui considèrent le pays comme un maillon faible du flanc sud de l'OTAN. Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela est important pour l'architecture de sécurité européenne. Tout d'abord, considérons la posture militaire de l'Espagne. Les forces armées de Sich ont été affaiblies par des décennies de coupes budgétaires, de négligence politique et des mêmes politiques multiculturalistes qui ont érodé la cohésion nationale. La marine Sich, autrefois fière force capable de projeter sa puissance dans l'Atlantique et la Méditerranée, lutte désormais pour maintenir sa flotte. Le Juan Carlos I, le navire d'assaut amphibie-phare de l'Espagne, est une merveille d'ingénierie, mais c'est aussi un symbole de l'ampleur de la chute du pays. En 2023, le navire a été déployé dans l'Indo-Pacifique dans le cadre d'une démonstration de force aux côtés des alliés de l'OTAN, mais son équipage aurait été en proie à des problèmes disciplinaires, notamment un scandale impliquant l'extrémisme islamique parmi les marins. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'une armée perd le sens d'un objectif commun, elle devient vulnérable aux infiltrations. Il en va de même pour les services de renseignement espagnols. Le Centro Nacional de Inteligencia met en garde depuis des années contre la menace croissante de radicalisation islamiste dans les villes de Sich, mais ces avertissements ont été ignorés ou minimisés par les gouvernements successifs. En 2017, le CNI a rapporté que plus de 200 ressortissants Sich s'étaient rendus en Syrie et en Irak pour rejoindre l'État islamique, l'un des taux par habitant les plus élevés d'Europe. Pourtant, plutôt que de s'attaquer aux causes profondes, l'immigration massive en provenance d'Afrique du Nord, l'échec de l'intégration et la montée de sociétés parallèles, Madrid a redoublé d'efforts sur les mêmes politiques qui ont créé le problème. Le résultat ? Un appareil de sécurité de plus en plus réactif plutôt que proactif et une population qui n'a plus confiance en ses propres institutions. Les faiblesses de l'armée et du renseignement espagnol en font une cible privilégiée pour les puissances étrangères cherchant à déstabiliser l'OTAN. La Russie, en particulier, étend discrètement son influence en Méditerranée, et l'Espagne est une pièce clé de ce puzzle. Moscou a entretenu des relations avec des mouvements de gauche et séparatistes en Catalogne et au Pays Basque, les utilisant comme levier pour saper la souveraineté de Sich. En 2017, lors de la crise de l'indépendance catalane, les médias d'État russes et les fermes de trolls ont amplifié les récits séparatistes, semant le chaos à un moment critique. Ce n'était pas un accident.
C'était un essai. Mais la Russie n'est pas le seul acteur dans cette affaire. La Chine a également fait des progrès, notamment grâce aux investissements économiques. Le port de Valence, l'un des plus fréquentés d'Europe, est désormais partiellement contrôlé par des entreprises publiques chinoises. En 2021, COSCO Shipping a pris une participation de 51% dans le terminal de Noatom, offrant ainsi à Pékin un pied stratégique en Méditerranée. Il ne s'agit pas seulement de commerce, mais aussi de contrôle. Si la Chine parvient à dominer les infrastructures critiques de l'Espagne, elle peut exercer une pression sur Madrid d'une manière qui saperait la cohésion de l'OTAN. Et n'oublions pas la Turquie, qui étend discrètement son influence au sein de la population musulmane croissante d'Espagne. La direction des affaires religieuses d'Ankara finance des mosquées et des centres culturels islamiques dans toute l'Espagne, garantissant ainsi que les communautés musulmanes du pays restent fidèles à la vision d'Erdogan de l'islam politique. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN ? Cela signifie que l'Espagne n'est plus un allié fiable. Un pays qui ne peut pas contrôler ses frontières, qui ne peut pas intégrer ses populations d'immigrés et qui ne peut pas maintenir une armée cohérente est un handicap. Et dans un monde où la concurrence entre les grandes puissances s'intensifie, les responsabilités sont exploitées. Imaginez un scénario dans lequel la Russie ou la Chine utilisent les divisions internes de l'Espagne pour faire pression sur Madrid afin qu'elle se retire des opérations de l'OTAN, ou dans lequel une attaque terroriste sur le sol de Sich menée par des radicaux locaux déclenche une crise politique qui paralyse le gouvernement. Ce n'est pas une hypothèse. C'est une possibilité très réelle. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que l'Espagne est condamnée. Mais je dis que la trajectoire actuelle n'est pas viable. Les dirigeants du pays ont deux choix. Ils peuvent redoubler d'efforts sur les politiques ratées du passé, plus d'immigration, plus de multiculturalisme, plus d'apaisement des mouvements séparatistes et islamistes et voir l'Espagne devenir un État en faillite au sein de l'Europe. Ou bien ils peuvent examiner attentivement la réalité sur le terrain et prendre les décisions difficiles nécessaires au rétablissement de la cohésion nationale. Cela signifie sécuriser les frontières, faire respecter l'état de droit dans les communautés immigrées et réaffirmer l'identité sich d'une manière qui n'aliène pas ses citoyens musulmans mais ne leur permet pas non plus de vivre dans des sociétés parallèles. Cela signifie investir dans l'armée et les services de renseignement, non seulement en termes de financement mais aussi en termes de morale et d'objectifs. Et cela signifie lutter contre l'influence étrangère, qu'il s'agisse de la désinformation russe, de la coercition économique chinoise ou de l'exionisme religieux turc. L'alternative est une Espagne qui devienne un champ de bataille pour les grandes puissances, un pays qui n'est plus souverain, qui n'est plus stable et qui n'est plus un partenaire fiable pour les États-Unis ou leurs alliés européens. Et si cela se produit, les conséquences ne se limiteront pas à l'Espagne. Ils se répercuteront à travers la Méditerranée, en Afrique du Nord et au cœur même de l'Europe. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. La question est de savoir si quelqu'un à Madrid ou à Washington y prête attention. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole traverse cette crise en somnambule depuis des années, la traitant comme une série de problèmes déconnectés plutôt que comme un défi existentiel unique. Prenons la dimension politique intérieure. Depuis la fin de l'ère franquiste, l'establishment espagnol part du principe que la démocratie libérale et l'intégration européenne résoudraient automatiquement toutes les fractures historiques du pays, le séparatisme régional, les inégalités économiques, bien sûr, même la question de l'identité nationale. Mais cette hypothèse a toujours été erronée. La démocratie ne fonctionne pas en vase clos. Cela nécessite un sentiment de citoyenneté partagée, un récit commun sur qui nous sommes et ce que nous défendons. Et en Espagne, ce récit a été systématiquement érodé par une combinaison de dogmes idéologiques, d'ingérence étrangère et de pure lâcheté politique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La gauche sich, en particulier le Parti socialiste et ses partenaires de coalition au sein de Podemos et du mouvement progressiste plus large, a passé la dernière décennie à présenter tout débat sur l'identité nationale comme un sifflet d'extrême droite. Ils l'ont fait pour deux raisons. D'abord parce que c'est électoralement pratique. En présentant le Partido Popular de centre-droit et le parti d'extrême droite Vox comme les héritiers du franquisme, ils ont réussi à rallier leur base autour d'un récit de supériorité morale. Deuxièmement, parce qu'ils s'alignent sur le projet idéologique plus large de la gauche européenne, qui considère depuis longtemps le nationalisme comme l'ennemi du progrès. Le problème est que cette approche a laissé l'Espagne sans langue pour discuter de sa propre survie.
Lorsqu'on ne peut même pas parler de la nécessité de l'assimilation sans être accusé de racisme, on se retrouve avec des politiques qui encouragent activement la fragmentation. Prenons le cas de la Catalogne. Le référendum sur l'indépendance de 2017 n'était pas seulement une crise régionale, c'était un signal d'alarme. La réponse de l'État siche a été faible, incohérente et finalement contre-productive. La répression sévère du gouvernement Rajoy, y compris le recours à la violence policière contre les électeurs, a fait le jeu des séparatistes, tandis que l'amnistie accordée aux dirigeants catalans sous le gouvernement de Pedro Sánchez a envoyé le message que le défi à l'égard de l'État serait récompensé. Mais voilà, la crise catalane n'était pas seulement une question de griefs régionaux. Il s'agissait également de l'érosion de l'identité siche. Les séparatistes ne voulaient pas seulement l'indépendance, ils voulaient redéfinir la Catalogne comme un espace post-national et multiculturel, où la sichness était facultative. Et ils avaient des alliés à Madrid qui étaient plus qu'heureux de les aider. Maintenant, avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement Sánchez, au pouvoir depuis 2018, poursuit une stratégie d'apaisement sur plusieurs fronts. En matière d'immigration, elle a maintenu une politique de porte ouverte, alors même que d'autres pays européens ont resserré leurs frontières. En 2022, l'Espagne a reçu plus de 118 000 demandes d'asile, soit plus que tout autre pays de l'UE à l'exception de l'Allemagne. La majorité de ces candidats venaient de pays à majorité musulmane, dont le Maroc, l'Algérie et la Syrie. En matière d'intégration, le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour faire respecter les exigences linguistiques ou l'éducation civique, s'appuyant plutôt sur les ONG et les gouvernements locaux pour gérer le processus. Et en matière de sécurité, elle a minimisé la menace de radicalisation islamiste, même si le nombre d'arrestations de djihadistes en Espagne reste obstinément élevé. Entre 2015 et 2022, les autorités de Siche ont mené plus de 300 opérations antiterroristes, conduisant à plus de 700 arrestations. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un modèle. Mais l'aspect le plus dangereux de l'approche de Sánchez est sa volonté de conclure des accords avec des groupes séparatistes et islamistes pour rester au pouvoir. En 2020, son gouvernement s'est appuyé sur le soutien de la gauche républicaine catalane indépendantiste pour faire adopter son budget. En 2023, il a conclu un accord similaire avec le parti nationaliste basque et Bildu, qui entretient des liens historiques avec le groupe terroriste État. Et à Ceuta et Melilla, le gouvernement a fermé les yeux sur l'influence marocaine, alors même que Rabat a utilisé la migration comme outil de coercition. En mai 2021, le Maroc a délibérément ouvert ses frontières, permettant à plus de 10 000 migrants de prendre d'assaut l'enclave siche de Ceuta en une seule journée, un message clair adressé à Madrid quant à savoir qui détient l'influence en Afrique du Nord. Voici que rien de tout cela ne se produit dans le vide. La classe politique siche a l'illusion qu'elle peut gérer ces crises indéfiniment et que les institutions du pays sont suffisamment solides pour résister à la pression. Mais les institutions n'existent pas en vase clos. Ils sont aussi forts que les gens qui croient en eux. Et à l'heure actuelle, un nombre croissant de siards ne le font pas. Les sondages montrent après sondage que la confiance dans le gouvernement, dans les médias et dans le système politique est à un plus bas historique. En 2023, le Centre de recherche sociologique a constaté que seulement 22% des siards faisaient confiance aux partis politiques, tandis que 68% pensaient que la corruption était répandue au sein du gouvernement. Il ne s'agit pas seulement d'une désillusion, mais d'une crise de légitimité. Alors que se passe-t-il ensuite ? Imaginons quelques scénarios. Le résultat le plus probable à court terme est une dérive continue. Sánchez s'en sortira dans la difficulté, s'appuyant sur une mosaïque d'alliances avec les séparatistes et les progressistes pour rester au pouvoir. Le PP, actuellement en tête dans les sondages, remportera probablement les prochaines élections, mais il n'est pas sûr qu'il ait la volonté ou la vision de changer de cap. Le parti a passé la dernière décennie à tenter de déborder Vox sur la droite tout en continuant à attirer les électeurs centristes, et le résultat a été une série de demi-mesures qui ne satisfont personne. Un gouvernement PP pourrait renforcer les contrôles sur l'immigration, mais il ne s'attaquerait pas aux problèmes plus profonds de l'assimilation. Cela pourrait réprimer la rhétorique séparatiste, mais cela ne réaffirmerait pas une identité nationale cohérente. Et cela ne remettra certainement pas en cause les influences étrangères turques, marocaines ou autres qui remodèlent de l'intérieur la société siche. Le deuxième scénario est plutôt celui d'une véritable crise politique déclenchée par un choc extérieur.
Imaginez une attaque terroriste majeure sur le territoire de Sich, qui révélerait les échecs de l'intégration et les vulnérabilités de l'État. La réaction du public serait immédiate et sévère. Vox, qui est déjà le troisième parti au Parlement, ferait un bond dans les sondages. Le PP serait contraint d'adopter une ligne plus dure, mais ce serait trop peu et trop tard. La gauche répondrait par des accusations de fascisme, approfondissant ainsi la polarisation. Et dans le chaos, les acteurs étrangers, la Russie, la Chine et même le Maroc verraient une opportunité d'exploiter les divisions. Nous avons déjà vu ce film. Regardez la France après les attentats du Bataclan en 2015, ou le Royaume-Uni après l'attentat de Manchester en 2017. La différence est que l'Espagne est bien plus vulnérable que ces deux pays. Le troisième scénario est le plus optimiste, mais aussi celui qui constitue le moins un bilan national. Cela nécessiterait un leader politique, quelqu'un comme Sich de Gaulle, prêt à rompre avec l'establishment et à articuler une nouvelle vision pour le pays. Cela reviendrait à reconnaître que le multiculturalisme, tel qu'il est actuellement pratiqué, a échoué. Cela signifierait réaffirmer la primauté de la langue, de la culture et de l'histoire sich sur la place publique. Cela signifierait faire respecter l'état de droit dans les communautés immigrées, non pas comme un acte d'oppression, mais comme une condition préalable à l'intégration. Et cela signifierait repousser l'influence étrangère, qu'il s'agisse des mosquées turques, des politiques migratoires marocaines ou des investissements chinois dans les infrastructures critiques. Mais rien de tout cela ne peut se produire sans un changement culturel plus large. Les élites espagnoles, ces politiciens, ces médias, ces universitaires ont passé des décennies à dire au public que le nationalisme est le problème et non la solution. Ils ont présenté toute discussion sur l'identité comme une menace pour la démocratie. Et ils l'ont fait en présidant un pays qui perd de jour en jour sa cohésion. Le résultat est une société profondément divisée, non seulement entre la gauche et la droite, mais entre ceux qui croient encore en l'Espagne et ceux qui la considèrent comme une relique dépassée. Laissez-moi tranquille, je ne prône pas un retour au franquisme. Ce serait à la fois moralement répugnant et politiquement désastreux. Mais je dis que l'Espagne doit redécouvrir ce que signifie être sich, non pas dans le sens étroit et exclusif du passé, mais d'une manière suffisamment inclusive pour accueillir ses citoyens musulmans tout en conservant un ensemble de valeurs communes. Ce n'est pas une tâche impossible. Regardez le Danemark, qui a réussi à combiner une forte identité nationale avec un État-providence généreux. Ou encore la Pologne, qui a résisté à l'orthodoxie multiculturelle de l'UE tout en restant une démocratie fonctionnelle. Ces pays ont bien sûr leurs propres problèmes, mais ils ont au moins affronté de front la question de l'identité. L'alternative est une Espagne qui continue de se fracturer, un pays où le séparatisme régional, la radicalisation islamiste et l'ingérence étrangère se nourrissent mutuellement dans un cercle vicieux. Et si cela se produit, les conséquences ne se feront pas seulement sentir à Madrid. Ils se feront sentir dans toute l'Europe. L'Espagne est la porte d'entrée de la Méditerranée, le pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord. S'il s'effondre, c'est toute la région qui sera déstabilisée. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est une réalité géopolitique. La question est de savoir si quelqu'un en Espagne ou à Bruxelles ou à Washington est prêt à l'admettre.